Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, annoncé depuis 13 mois, le gouvernement dit de cohésion nationale vient finalement d'être publié ce dimanche 7 décembre 2014 par Joseph Kabila. Monsieur Mbelou, pourquoi ce gouvernement arrive-t-il précisément en ce moment? Je vous poserai une autre question avant de pouvoir répondre à la vôtre. Peut-on avoir un gouvernement dans un pays sous tutelle et sous occupation? Et est-ce qu'on peut parler réellement d'un gouvernement de cohésion nationale en essayant de passer en revue les noms des membres de cette équipe-là? Voilà les deux questions qui vont peut-être nous permettre de pouvoir avancer dans le débat. Euh, à mon humble avis, si cette histoire a traîné pendant plus d'une année, c'est d'abord parce que celui qui l'avait promise a du mépris, un mépris terrible pour les Congolais. Il ne les prend pas au sérieux. Euh, il peut faire des promesses et les faire traîner pendant autant de temps qu'il veut. Mais il est aussi un fait que la sortie de cette histoire, ce n'est même pas un gouvernement, c'est une équipe de Mangécrate, la sortie de cette histoire n'était pas directement liée au discours de ce monsieur-là. Donc, il y avait certaines exigences que ses maîtres lui avaient indiquées et auxquelles il devait satisfaire. Et malheureusement, on se rend compte que ces exigences-là n'ont pas été satisfaites. C'est signe que cette histoire que vous appelez gouvernement peut être classifiée parmi les oiseaux de mauvais augure. Surtout que les Kengo Boys reviennent en force à côté des prédateurs de la majorité dite présidentielle. Ce sont des signes des temps à décrypter en profondeur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien à attendre de ces messieurs-là et de leur théâtre. Alors, maintenant, je reviens aux deux questions que j'ai posées. Parler de cette équipe-là en termes de gouvernement, c'est un abus de langage. Nous devrions nous habituer de plus en plus à déconstruire le langage, le discours que les maîtres de ces gens-là voudraient nous imposer. Ils parlent de gouvernement là où il y a ce que Laurent Désiré Kabila avait dénommé un conglomérat d'aventuriers. Nous avons là une émanation du conglomérat d'aventuriers, un groupe de nouveaux prédateurs qui a rallié ou qui a fait des vieux dinosaures et des Kengo Boys ses alliés. Donc, le pays va davantage aller mal. Hein, il est déjà très très malade. Il va davantage aller mal parce que nous avons là une équipe de nouveaux prédateurs, hein, un conglomérat de mercenaires qui va continuer son sale boulot. Donc, ce n'est pas un gouvernement. On parle de gouvernement quand on est d'abord dans un État. Un, le Congo, Kinshasa actuel, nous ne cesserons jamais de le dire, est un État raté. Un gouvernement donne des grandes orientations politiques, économiques, sociales, spirituelles, environnementales et fixe le cap. Il dit là où il voudrait conduire son peuple. Or, là, nous avons affaire à un assemblage de briques et de brocs. Hein. Il y a eu les fameuses élections de 2011 qui ont été une mascarade de trop, qui ont donné des résultats que nous connaissons. Et on n'a pas pu, à partir de cette mascarade-là de 2011, arriver à mettre sur pied
une équipe qui pouvait fixer le cap à nos populations et avoir une vision de là où elle voulait conduire cette population. Pour vous Mais dire justement, ouais, oui, mais, justement, Monsieur Mbellou, on peut parler des faits marquants hein, dans ces nouveaux gouvernements. Bon, je l'appelle quand même gouvernement, c'est le terme générique qui est utilisé. Et les grands retours du MLC hein, et l'entrée d'autres forces politiques dites de l'opposition, ce qui donne déjà l'objet à quelques polémiques, notamment au MLC qui annonce l'exclusion de quelques membres. Monsieur Mbellou, rien hein, n'est encore dit sur les programmes que ce gouvernement appliquerait. Sera-t-il celui des concertations nationales ou celui du Raïs? non, c'est une équipe au service. Ce sont des mercenaires au service du capital. Le Raïs lui-même fait partie de ces mercenaires au service du capital. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Congolais que cette histoire-là est mise en place. Regardez, on parle du gouvernement de cohésion nationale. Peut-on parler de cohésion nationale dans un pays où la justice sociale est inexistante? Peut-on parler de cohésion nationale dans un pays où le petit nombre d'élites compradors rafle tous les moyens de subsistance, de vie et de survie du pays, en laissant la grande masse de la population dans la misère? Donc, il y a là, disons tout simplement, que nous avons affaire à une histoire, à une équipe au service du capital, à un groupe de mercenaires au service du capital. Et ce groupe-là, comment fonctionne-t-il? Il fonctionne par débauchage, parce qu'il est englué dans le mensonge. Il est allé débaucher au MLC, même si nous ne devons pas perdre de vue que le MLC est aussi une émanation de la guerre de basse intensité de prédation qui a sévi au Congo. N'oublions pas que le MLC, à ses débuts, a dépendu beaucoup de Kaguta Museveni, qui est l'un des proxys de ceux qui ont orchestré, des acteurs pléniers qui ont orchestré la guerre de basse intensité de prédation chez nous. Non, mais au fur et à mesure que les années passent, nous avons tendance à oublier notre histoire et à prendre ce conglomérat d'aventuriers comme étant des politiques dignes de ce nom. Non, il n'y a ni gouvernement, ni cohésion nationale. Il y a tout simplement la mise sur pied d'un groupe de mercenaires au service du capital et un groupe qui va, pendant autant de temps qu'il pourra avoir, poursuivre le pillage du pays, l'extermination des Congolais et peut-être parachever la balkanisation de ce pays-là. Ah, très bien, Monsieur Mbellou, outre le retour des classiques du PPRD comme Bemba Fundu et l'arrivée d'Évariste Bouchab au ministère de l'Intérieur, il y a un fait qui m'a paru insolite hein, dans la composition de ce gouvernement, c'est l'existence de trois ministères de l'enseignement. J'ai dit trois ministères de l'enseignement. Monsieur Mbellou, l'enseignement serait-il devenu une priorité absolue au Congo dès Kabila, alors que ça part dans les budgets de l'État demeure toujours aussi faible? Oui, mais je m'excuse de vous de vous le redire. Vous posez régulièrement des questions très intelligentes et très sages. Pourquoi cette scission d'un même ministère en trois? C'est beaucoup plus pour des raisons de prédation. Ce sont des gens qui se redistribuent les parts de la bête. Quand nous, nous savons ce que nous dépensons pour nos familles, pour nos enfants à l'école aujourd'hui, que ce soit à l'école primaire, que ce soit à l'école secondaire, que ce soit à l'université, nous nous rendons compte que l'école n'existe plus au Congo. L'université est morte au Congo. Ce sont les parents qui prennent la charge de tout payer et ils payent des sommes mirobolantes dans un pays où ils ne sont pas eux-mêmes rémunérés. C'est le monde à l'envers.
Alors voilà que dans ce pays où l'école a disparu depuis des décennies, on vient euh, séparer, diviser son ministère en trois. Non, c'est beaucoup plus pour des motifs de prédation. On se partage la bête. Et peut-être qu'on y reviendra. Là, on donne raison à M. Matungulu, qui a qualifié la société congolaise en disant que c'est une société malade de ses politiciens et de son élite. Moi, je dirais d'une bonne part de ses politiciens et d'une bonne part de son élite, parce qu'il y a quand même des minorités organisées et agissantes qui font exception. Mais l'exception confirme la règle. Donc on est là, on a là des indices, nous avons là des symptômes de cette maladie dont parle Freddy Matungulu. Et vous venez de toucher du doigt la tragédie que vit le Congo-Kinshasa aujourd'hui. Oui, oui, justement, puisque vous en parlez, hein, M. Matungulu a publié un texte très intéressant dans Jeune Afrique, intitulé RDC, une société malade de ses politiciens et de son en élite. Hein. Il accuse hein, et il crie sa révolte au nom de tous les Congolais, de la majorité silencieuse qui sont victimes un peu. Mais lorsqu'on voit ce genre de situation, par exemple, hein, trois ministères de l'enseignement, est-ce que ce n'est pas l'illustration parfaite de ce que M. Matungulu dénonce dans son texte? Tout à fait. Trois ministères de l'enseignement. Pour quels résultats, hein? Pour quels résultats supposons que ce gouvernement-là n'ait plus à fonctionner que pendant une année, en 2015. Supposons cela. Qu'est-ce qu'il va réaliser en 2015 pour un pays où l'école a disparu? Pour un pays où les parents sont purement et simplement volés parce qu'on prend leur argent pour intoxiquer leurs enfants. Je m'excuse de vous donner un exemple. Une fille d'un ami l'appelle et lui dit ceci: Papa, j'ai raté une interrogation. Où est-ce que moi je pourrais trouver l'argent pour pouvoir aller corrompre après? Vous voyez, dans la tête de nos enfants, la corruption rentre dans le mode de fonctionnement normal d'une société. Non, cet enfant ne s'est même pas gêné pour dire à son père qu'elle aura de difficultés à trouver de l'argent pour aller corrompre. Parce que quand on n'a pas présenté un examen ou une interrogation, on peut corrompre après et avoir des points. Vous voyez jusqu'où la société est tombée. Or, l'avenir d'une société, c'est sa jeunesse. Supposons que notre jeunesse ait été corrompue moralement à l'école et à l'université pendant au moins 2 décennies. À quelle société allons-nous nous attendre demain? Vous voyez que la mort que ces gens sont venus donner, la mort que ces gens donnent à notre pays, n'est pas simplement celle qu'ils donnent en recourant aux armes. Ils ont aussi, ces mercenaires, ils ont aussi tué le Congo spirituellement, moralement et intellectuellement. Demain, et déjà aujourd'hui, nous aurons une élite de pacotille. Donc le pays est mort, est sérieusement mort. Et sans une bonne thérapie de choc semblable à une révolution culturelle bien faite, ce pays-là va cesser d'exister. Heureusement qu'il a encore des fils et des filles qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, travaillent pour lui redonner sa fierté. Et là, je suis convaincu au fond de moi-même que ce pays-là pourra retrouver sa fierté et pourra se remettre debout malgré tous les coups qu'on est en train de lui asséner pour le moment. Mais plus loin dans son texte, hein, M. Matungulu dit ceci: je dénonce cette élite intellectuelle et politique qui affectionne les titres d'honorable et d'excellence, mais qui chaque jour qui se déshonore en excellant dans toutes les vilainies,
absolument toutes pour parvenir au sommet d'une hiérarchie sociale devenue nauséabonde ou s'y maintenir à tout prix en entretenant la détresse et la déshumanisation de notre société désemparée. Monsieur Mbelou, que faire au-delà de dénoncer, puisqu'il dénonce, mais que faudrait-il faire de plus pour mettre fin à cette situation? Et là, encore une fois, vous posez une question essentielle. Il faut procéder d'abord à une analyse profonde des causes. D'où vient la vilainie? Ça vient d'où? Il y a eu une corruption morale, éthique, intellectuelle de cette élite-là. Pourquoi? Elle s'est laissée entraîner par la matrice organisationnelle néolibérale qui ne promeut que la cupidité, l'avarice, le mépris. Donc cette fameuse élite a fonctionné sur fond des valeurs du capital, la concurrence, la compétitivité, la croissance, et elle a versé dans l'inculture. Quand on ne voit que la compétitivité, la concurrence, la croissance, et qu'on oublie les valeurs éthiques et humanisantes, on tombe dans l'inculture. Et ce qui importe à ce moment-là, c'est manger, manger, manger. Et on tombe dans la cupidité, l'avarice et même dans le mépris de ceux et celles qui ne partagent pas ces valeurs néolibérales. Alors, dénoncer, c'est déjà un très bon pas. Mais ce qu'il faut faire après, c'est pouvoir créer ce que nous avons appelé et que nous appelons depuis tout un temps un imaginaire alternatif. Il y a des valeurs néolibérales qui ont pris toute la place dans les cœurs et les têtes. Il faut rebâtir, refonder les cœurs et les têtes sur de nouvelles valeurs, les valeurs sociales, de fraternité, de coopération, les valeurs sociales de justice redistributive. Voilà pourquoi il devrait y avoir un va-et-vient entre ces dénonciations et la refonte d'une nouvelle école, d'une nouvelle université et des nouveaux lieux de recréation de l'homme congolais et de la femme congolaise. Parce que nous sommes là en plein dans un problème très très difficile, c'est-à-dire le problème de la refondation de l'homme lui-même. Alors il faut recréer les trois grands lieux de la refondation de l'homme. Il faut recréer l'école. Il faut redonner une autre orientation aux églises. Il faut recréer la famille. Si ces trois lieux-là sont recréés dans un état responsable, et cette recréation ne peut pas s'opérer s'il n'y a pas d'abord fondamentalement la refondation de l'État. Voilà, il y a un va-et-vient entre la refondation des milieux de la réhumanisation de l'homme et de la femme congolaise et la refondation de l'État. Donc vous ne pouvez pas aller de l'avant sans un État responsable et planificateur, sans un État qui institue les lieux de la refondation, de la récréation de l'homme. Donc tout est lié à la remise sur pied d'un État responsable, d'un État de droit, d'un État refondateur de la société et de l'homme. Très bien, pour revenir au gouvernement, Joseph Kabila avait promis, lors de la convocation des assises de concertation nationale, qu'il mettra en place le plus rapidement possible un gouvernement de cohésion nationale, en intégrant dans l'équipe ceux qui, en ce moment-là, étaient en dehors des institutions pour plusieurs raisons. Pensez-vous que cela vient de se matérialiser parce que certains commentateurs parlent de l'élargissement de la majorité de Joseph Kabila? Non, vous savez que moi, je lutte contre l'inversion sémantique. Il n'y a aucun élargissement. Il n'y a aucun élargissement. On prend les mêmes et on recommence. Les Tambomamba sont revenus, les Kamitatou sont revenus, et
on a débauché par-ci, par-là l'une l'autre personne, mais ça ne fait aucun gouvernement de cohésion nationale. Il n'y a pas de cohésion nationale dans un pays où ces mercenaires ne font que tuer et piller. C'est une équipe de prédation. Il n'y a aucun gouvernement, il n'y a pas de gouvernement là. Il n'y a rien. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. On ne peut pas parler de la refondation de l'État et soutenir la thèse qu'il y a eu à Kinshasa un gouvernement digne de ce. Non, 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 arrêtons. Vous savez, c'est là la maladie dont parle Freddy Matungulu. Une certaine élite congolaise est malade des titres. C'est caractéristique de tout un esprit qui a marqué la société congolaise pendant tout un temps. Vous allez avoir des gens quand ils sont professeurs. C'est ainsi qu'on distribue aujourd'hui des diplômes d'université et des distinctions à la fin du doctorat à n'importe qui. Et ces gens-là gonflent, ils bombent le torse, ils vous disent qu'ils sont leurs excellences, qu'ils sont les professeurs docteurs, ainsi de suite. Comment voulez-vous qu'un pays ayant autant de professeurs docteurs, autant d'honorables, soit déshonoré jusqu'au point d'être classifié dernier parmi les pays les plus pauvres du monde? Donc il y a quelque chose qui a basculé au niveau de l'imaginaire congolais. Il y a quelque chose... Donc il y a une maladie beaucoup plus profonde que les accusations que nous portons sur le monde extérieur. Donc s'il n'y a pas une bonne thérapie réalisée au niveau de la tête et des cœurs et des esprits des Congolais, s'il n'y a pas un groupe de Congolais qui crée un leadership collectif, qui accepte des sacrifices pour pouvoir recréer cette société-là, nous allons toujours avoir des gens qui vont s'appeler ministres, honorables, même si c'est des honneurs, on va toujours avoir des professeurs docteurs, mais qui ne dispensent rien, qui donnent... qui achètent, qui vendent les syllabus, qui achètent, qui demandent aux enfants d'acheter les points, on va toujours avoir cette histoire-là. Donc, c'est nous d'abord, en tant que peuple, qui devons nous battre pour refonder un État et aller de l'avant. Avant, nous avons beaucoup trop accusé les autres, même s'ils ont leur part, mais les autres ne nous empêchent pas de faire nos choix, même au prix des sacrifices. Parce que tous les peuples qui ont réussi à se mettre debout sont passés par d'énormes sacrifices pour pouvoir se remettre debout. Hein? Monsieur Mbello, avoir la confusion et les contestations qui entourent la publication de ce gouvernement dit de cohésion nationale, cela donne à penser que les discours tissés autour de la cohésion nationale n'est relevé que de la pure démagogie, sinon de la simple spéculation politicienne. Oui, c'est de la démagogie. Mais comme d'abord, ce sont des débats menés en français, souvent, et nos populations sont exclues de ces débats-là. Allez demander, je poserai d'ici là la question à ma mère pour qu'elle me dise ce qu'elle entend par cohésion sociale en Chiluba. Elle ne saura pas et n'est même pas au courant de ce débat-là. Vous voyez, c'est un petit débat, c'est un débat entre des intellos entre griffes, des élites compradors qui créent des termes qui ne partagent pas avec les masses populaires. Les masses populaires sont tenues à l'écart de ces débats qui, à un certain moment, promeuvent les nouveaux prédateurs. C'est signe que le pays est pris en otage par un petit groupe de mercenaires. Hein, c'est ce groupe de mercenaires-là qu'il faut, à un certain moment, mettre hors d'état d'agir. Très bien, un nouveau massacre des civils a été perpétré par des hommes armés dans la nuit du samedi à dimanche 7 décembre près de Beni, dans les Nord Kivu. Et la société civile locale qui livre cette information avance un bilan provisoire des 32 morts dans ces villages situés à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Béniville. C'est Radio Kapi qui rapporte cette information. Et des sources officielles, on parle d'une dizaine de morts. Monsieur Mbelou, on a comme l'impression que les jours passent et la situation demeure la même. Les gouvernements changent à Kinshasa, mais les promesses de Joseph Kabila sur la paix tardent à se concrétiser pour ces populations de l'Est du pays.
Mais la guerre est perpétuelle. La guerre menée contre le Congo est perpétuelle. Et de temps en temps, ces mercenaires opérant au sein des institutions de l'État manqué congolais créent la politique de la terre brûlée pour pouvoir imposer aux Congolais et aux Congolaises leur manière de voir et de faire. Donc, la politique de la terre brûlée fait partie de cette guerre de prédation et de basse intensité imposée au pays. Nos populations qui habitent les coins riches en matières premières stratégiques sont tuées et parce qu'on voudrait, et nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, on voudrait les voir partir de ces coins-là afin que les prédateurs s'occupent de l'exploitation des matières premières stratégiques. N'oublions pas que l'or est en train de devenir l'unique monnaie de référence au cours de la Troisième Guerre mondiale qui a déjà débuté sans que nous nous en rendions trop compte. Nous avons les yeux braqués sur le Congo, mais n'oublions pas que la Troisième Guerre mondiale est en train de se mener entre les trois grandes puissances du moment, les États-Unis, la Russie et la Chine, avec leurs alliés. Et d'ici là, si le dollar n'est plus la monnaie de référence pour les BRICS, comme c'est en train de se faire, on va se référer à l'or. Ces pays-là sont en train d'amasser de l'or, de stocker de l'or. La Russie stocke de l'or, et les États-Unis ont leur or, et la Chine va chercher à avoir son or, et l'ANA déjà, pendant que nous discutons de démocratie et de gouvernement de cohésion nationale, eux stockent de l'or parce que la guerre a déjà commencé et elle va prendre le temps qu'elle prendra. Et voilà, pendant ce temps-là, nous parlons de démocratie, de cohésion nationale, de Kabila, de Matata Pogno. Mais nous sommes déconnectés de la réalité politique mondiale. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Très bien, dans le cadre du 15e anniversaire de la MONUC, hein, MONUSCO, nous en parlions déjà la semaine passée, Vital Kamerhe a été invité à faire une communication et vous en avez écrit un texte cette semaine. Monsieur Mbelou, trouvez-vous que sa lecture de l'action ou du bilan de la MONUSCO a été courageuse? Non, ce que je veux faire, ce que je suis en train de faire, c'est de partir du texte de VK au 15e anniversaire de la MONUSCO pour en montrer les points forts. Il dresse par exemple un bilan complètement négatif de la MONUSCO ou de la MONUC au Congo. Mais ce qu'il en tire comme conséquence, les remarques conclusives auxquelles il arrive me semblent très peu courageuses. Pourquoi fait-il cela? Voilà, c'est ça la question que je suis en train d'approfondir. J'ai déjà montré par exemple que quand il dit que c'est Laurent Désiré Kabila qui a pris la décision de pouvoir se débarrasser de Mobutu, il passe à côté de la plaque. Et je pense que c'est cela qui complique sa lecture des actions de la MONUSCO au Congo. Et une autre limite à sa lecture, c'est que il n'examine pas le travail que la MONUSCO ou que l'ONU a déjà fait dans notre pays depuis les années 60. Si il appuyait sa lecture de cet autre effort de pouvoir remonter vers les années 60 pour comprendre le mode opératoire de l'ONU chez nous, peut-être qu'il ne s'acharnerait pas à pouvoir se poser la question de savoir pourquoi, après autant de résolutions, l'ONU n'arrive pas à pouvoir imposer la paix au Congo. Ah, il justifie cela en disant que ça ne faisait pas partie de sa mission, mais en relisant notre histoire, mais surtout en relisant France Fanon, il pourra se convaincre que l'ONU est une carte juridique, est une carte politique
que jouent les maîtres du monde. Ils accompagnent cette carte-là de la carte de la guerre. Donc, l'ONU travaille dans plusieurs pays du monde, mais aussi chez nous, à pouvoir remettre l'indépendance réelle du Congo aux calendes grecques. Mais malheureusement, il arrive que nous soyons plusieurs à ne plus relire notre histoire, qu'on soit constamment dans le court terme, qu'on ait le nez braqué sur ce qui s'est fait dans l'immédiat, ce qui fait que notre lecture des actions de cette organisation-là peut être biaisée. Mais je poursuis l'écriture, la relecture de ce texte-là. Peut-être que j'arriverai à 4, 5, 6, voire même 10 textes. Je pourrais interrompre à un certain moment pour faire autre chose, mais je vais poursuivre la lecture de ce texte-là pendant très longtemps, parce qu'il est révélateur d'une certaine approche politicienne de notre histoire. Il faudrait que ce débat d'idées soulevé par VK puisse être mené et mené à fond. Mais lorsqu'il attribue les bilans négatifs de la MONUSCO à l'insuffisance de ses mandats, a-t-il raison? Mais pas du tout. Pas du tout. C'est là que nos points de vue divergent. Et moi, je rappelle dans l'un de mes textes l'époque à laquelle l'ONU est venue chez nous. C'est quand il y a eu la coalition des armées africaines contre les proxys des anglo-saxons que sont le Rwanda et de Kagame et l'Ouganda de Museveni. Donc, pour pouvoir casser cette dynamique des armées africaines coalisées comme un seul homme autour de Laurent Désiré Kabila, l'ONU est venue s'interposer. Et ça fait 15 ans. Et là, j'ajoute quelque chose à ce que nous avons déjà dit. Comment pouvez-vous parler d'un gouvernement dans un pays sous occupation de l'ONU, sous la tutelle de l'ONU? Et Vital Kamerhe le dit lui-même dans son texte parce qu'il parle d'un État parallèle. Il parle de l'ONU en termes d'État parallèle. Donc, un véritable, moi je dirais que c'est le véritable État dans un État manqué. L'ONU est le véritable État dont l'État manqué est géré par les mercenaires issus de la guerre de prédation et de basse intensité imposée au Congo. Comme on sait le lire aujourd'hui à travers le texte que je cite de Christopher Black, quand on lit profondément ce texte-là, on voit comment la justice au tribunal pénal international pour le Rwanda a été criminalisée. Et quand on écoute le documentaire de la BBC que je cite dans ce texte-là, on se réalise que l'objectif principal de la guerre commencée par le coup d'État asséné à Milton Obote en Ouganda en 86, l'objectif final, c'était la prise du Congo, la mise en coupe réglée du Congo, la fabrication de l'État raté au Congo pour pouvoir faire main basse sur ces matières premières stratégiques. Et quand on ne comprend pas cela, j'ai l'impression qu'on ne lit pas très bien l'histoire et qu'on ne saura pas sérieusement entrevoir une issue rationnelle et raisonnable à ce qui se passe dans ce pays-là. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien M. Etienne Ngandou et à la semaine prochaine.